Salut à tous, bienvenue pour le récap du deuxième épisode de cette saison 9 de The Walking Dead. Alors petite parenthèse d'abord, on a lu vos commentaires, on a entendu vos remarques et on a décidé de s'ajuster. On va prendre un peu plus le temps, ça va être un peu plus long. On va revenir à ce qui faisait l'after show et ce que vous aimiez, c'est du vintage aujourd'hui. En parlant de vintage, on espérait que The Walking Dead continue ce retour aux sources qu'ils avaient opéré dans le premier épisode. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été déçus. S'il y a bien sûr des bonnes idées, la série est malheureusement encore hantée par ses vieux démons. On en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Disons-le tout de suite, la façon dont est construit l'épisode est très étrange. Il est animé par deux forces, deux atmosphères qui sont totalement différentes. C'est comme si Angela Kang avait du mal à se débarrasser du fantôme de Scott Gimple et qui traînait encore dans les placards. En fait, Angela Kang doit se démener avec tout le mal qu'a fait Scott Gimple, exactement comme Rick doit se démener avec celui qui a causé Negan. C'est d'ailleurs pas anodin si l'épisode s'ouvre sur une visite de courtoisie de Rick à Negan. C'est un moyen habile, un petit teasing pour nous dire c'est le grand retour de Negan dans le paysage The Walking Dead. Maintenant, on va parler cash. Les 15-20 premières minutes sont longues. On se dit qu'on est clairement dans un de ces épisodes bavards, larmoyants, pseudo-philo qui peuplaient la saison 8. Il y a qu'à voir cette intro qui est juste atroce, avec Rick qui, en voix off, nous fait une visite de chantier, nous détaille le mood général. We're not letting it define us anymore. On se croirait dans du Terrence Malick, la poésie en moi. Have you ever had anyone die in your arms, sir? Petite info qu'on apprend au passage et qui a son importance, les événements se déroulent 35 jours après la pendaison de Greg. Pour moi, c'est un symbole que les showrunners se permettent de plus en plus des sauts dans le temps. Alors c'est un moyen de voir à long terme, mais c'est aussi peut-être un moyen de nous rapprocher le plus vite possible des nouveaux ennemis. En plus de cette intro qui très vite jette un froid, il y a quelque chose qui vient parachever le malaise, c'est les feux de l'amour. C'est tout le monde est amoureux, il y a des nouveaux couples. On se croirait dans la maison des secrets. C'est mes affaires là, par terre là. On a d'abord Jerry et Nabila. Alors on l'avait vu dans les teasers, dans le teaser général de cette saison, on s'y attendait, mais les voir se galocher, c'est quand même hyper déstabilisant. Et le deuxième, alors là, je tombe des nues, Gabriel et Jadis, le rapprochement surprise, qui aurait pu prévoir ça? Alors est-ce que c'est un coup de foudre incroyable, ou est-ce que c'est une stratégie? Quel pourrait être l'intérêt de Jadis à ce rapprochement? Commencez à méditer là-dessus, on s'en parle tout à l'heure dans les théories. Et encore, je vous passe les scènes interminables de love entre Ezekiel et Carol. Les deux sont devenus ultra mielleux, c'est juste dégueulasse. Puis c'est clairement obvious qu'on est en train de nous préparer le terrain pour la mort de l'un des deux. Est-ce que je dois quand même vous rappeler que dès que Carol est heureuse, c'est annonciateur d'une très très mauvaise nouvelle. Tous les enfants qui ont été plus ou moins sous son aile ont eu une fin tragique, je pense à Lizzie et j'en passe. Donc le petit Henry, on peut tout simplement commencer à lui dire au revoir. Mais pour moi, les scènes qui symbolisent le plus ce que j'ai voulu vous dire ici, c'est-à-dire que les fantômes de Scott Gimple agissent encore dans la série, c'est tout ce qui se déroule à la colline. C'est notamment les dialogues hyper longs et qui tournent vraiment en rond entre Michonne, Maggie et Jesus. Entre Maggie qui joue la chef toute puissante, Jesus qui est le bon gros toutou et Michonne qui ne sert à rien dans la série depuis bien trop longtemps, toutes leurs discussions sur le code de l'honneur, le pardon, est-ce que vous devez nous aider ou pas, pour moi c'est tout simplement le moment où je vais pisser. On salue quand même le petit clin d'œil à Herschel et à son alcoolisme. Je sais pas si c'était prévu ou si c'est quelque chose qui a été rajouté après la mort de l'acteur Scott Wilson, mais c'est bien vu et c'est un vrai kiff de saluer un personnage aussi emblématique. Un personnage qui d'ailleurs est salué aussi à travers les tableaux, ces croûtes atroces qui sont dans le bureau de Maggie à la colline. Je sais pas si c'est elle qui s'est découvert une passion pour la peinture ou si alors elle a fait des commandes spéciales à Jadis, on sait que c'est une peintre, mais c'est juste atroce, c'est tous les personnages disparus, il y a Beth, il y a Herschel et d'autres. C'est dégueulasse. Bon évidemment, maintenant que j'ai souligné tous les points plutôt négatifs de cet épisode, il se trouve que j'en ai trouvé quand même beaucoup de bons. On sent, c'est là où il y a tout le tiraillement, c'est qu'on sent la patte d'Angela Kang et en même temps ces bons vieux fantômes de Scott Gimple. Et le versant le plus intéressant de cet épisode, c'est bien évidemment la mise en place de toute l'intrigue politique. C'est bien plus dynamique, bien plus intéressant et c'est là où nous, spectateurs, on arrive à prendre notre pied. Là où dans la saison 8, dès que ça parlait de politique, c'était ultra lourd. Je trouve que ça a été totalement corrigé. Le projet de construction du pont, par exemple, il est symbolique, bien plus qu'un simple pont qui va relier bien sûr tous les spots, Alexandria, la colline, le sanctuaire, etc. C'est aussi le premier gros projet d'un groupe uni. Et c'est pour ça que ça tient tant à cœur à Rick. Si on rajoute à ça toutes les contraintes qui vont autour de cette construction de pont, c'est-à-dire que c'est une course contre la montre, si vous avez bien suivi, il y a une histoire de crue, de tempête qui doit arriver, donc ils doivent vraiment se dépêcher, ils ont que quelques jours pour le finir. Et bien sûr, les rôdeurs qu'il faut toujours prendre en compte, avec ce système de diversion, des sirènes, etc. Tout ça rajoute aux tensions puisqu'il faut finir le plus vite possible et le plus efficacement possible. Dans ce contexte, Zach McGowan, alias Justin, c'est un dynamiteur parfait. J'espère qu'il va continuer comme ça toute la saison. Daryl, pareil, il prend son rôle de mec vénère qui doit tenir un peu tout le monde, hyper à cœur. Et puis Rick, dans son profil classique, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire le mec qui pense qu'il a tout sous contrôle alors qu'il est complètement paumé. C'est du classique, mais ça marche. Il y a deux scènes qui, pour moi, illustrent tout ça et qui sont le vrai point fort de l'épisode. On a d'abord cette scène d'action, de tension qui est hyper prenante, avec les troncs d'arbres, la blessure d'Aaron, le combat contre les Walkers. C'est du vrai The Walking Dead vintage.
Rick et Daryl, exceptionnels au combat. Enid, qui trouve même une utilité puisqu'elle se reconvertit en médecin hyper efficace. Et puis du gore, la scène d'amputation, elle est juste atroce. Ça, c'est le vrai Walking Dead qu'on aime. Tout aussi jouissif, mais qui n'a rien à voir, c'est une autre scène qui m'a marqué. Forcément, c'est le retour de Negan et cette discussion de fin entre Rick et Negan. Chaque apparition, même dans l'ombre du personnage interprété par Jeffrey Dean Morgan, est un nouveau souffle pour la série, surtout quand le mec nous balance des punchlines comme ça. You're not saving the world, Ray. You're just getting it ready for me. Parce qu'au final, le vrai sujet, c'est que les Saviors ont besoin d'un chef, ou au moins d'un relais pour assurer la cohésion avec les autres groupes. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas parce que tout simplement, il n'y a personne pour les représenter. Parce que Daryl ne veut pas assurer ce poste, Carol a repris le relais mais seule, elle n'a aucune influence. Il y a bien le petit Alden qui a des envies d'un peu de leadership mais il n'a pas les épaules. Je pense que tout est préparé pour un retour de ce bon vieux Negan. Chose promise, chose due, c'est le grand retour des théories The Walking Dead, mon passage préféré. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à participer, à nous dire si vous en avez et à répondre à nos questions parce que même moi j'ai des questions qui se retrouvent sans réponse. Je voulais d'abord commencer par le rapprochement Jadis-Gabriel parce que ça m'a choqué, ça m'a surpris, ça sortait vraiment de nulle part et je n'arrive pas à me dire qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Jadis, c'est une meuf stratège, c'est pas une meuf qui d'un coup devient mielleuse et amoureuse et obsédée sexuelle pour un prêtre. C'est d'autant plus troublant si, comme moi, vous avez vu cette petite scène, cette courte scène où elle fait le guet et il y a encore ce mystérieux hélicoptère. Mystérieux hélicoptère qu'on a déjà vu dans la saison précédente et qu'on a vu dans le teaser de la saison générale de manière encore plus flagrante puisqu'on le voit 2 jours et Jadis semble avoir un impact sur lui ou presque le contrôler. Si on met ça bout à bout, j'ai vraiment tendance à croire que Jadis a un lien qui nous est pas encore montré avec ce fameux groupe du New World Order et cette leader un peu bizarre qu'on a vu dans les saisons précédentes, Georgie. Surtout qu'on n'avait pas entendu parler de Georgie depuis bien longtemps. Or là, incroyable, on en entend parler dans 7 épisodes précis. On apprend notamment que Georgie n'arrête pas de faire des pieds et des mains pour recruter Maggie. Donc peut-être qu'elle essaye aussi de recruter d'autres personnes et que Gabriel serait une cible de choix. Et qu'en fait Jadis serait un peu l'espionne qui est à l'intérieur du groupe de Rick et des autres et qu'elle serait là un peu pour recruter le maximum de personnes. Autre théorie qui me paraît un peu moins plausible, c'est que Jadis se rapprocherait de Gabriel du fait de sa proximité avec Negan. On sait que Gabriel a beaucoup parlé dans la saison précédente avec Negan et on sait toute la vengeance que Jadis a en elle. On se souvient quand même que Negan a exterminé tout son groupe et peut-être qu'elle veut atteindre Negan à travers Gabriel pour se venger. Les chuchoteurs sont-ils déjà dans la place? C'est la question qu'on peut se poser après avoir vu le cliffhanger, mais aussi plein de petits trucs qui ont été parsemés tout au long de cet épisode. Forcément, les chuchoteurs, c'est devenu une obsession depuis qu'on en a entendu parler pour la première fois. On se dit quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce que les nouveaux ennemis se déclarent, vu que Negan est sous les verrous. Chaque petit indice nous donne envie d'y voir les chuchoteurs, et c'est exactement ce qui se passe dans cet épisode. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'arrête pas de nous parler dans cet épisode de ces fameux Saviors qui ont déserté ou qui ont disparu, on ne sait pas très bien, de ce convoi aussi des Saviors qui était censé amener de l'essence à la colline chez Maggie et qui lui aussi a complètement disparu. Il y a des choses très mystérieuses. Et si tu rajoutes à ça ce qui est arrivé à Justin, c'est-à-dire que donc, le mec s'est fait exiler en gros, et il tombe sur un mec qu'il a l'impression de connaître et qui en fait, si j'ai bien compris la réal, l'attaque. Les possibilités sont nombreuses à partir de là. Est-ce que ces gars-là ont déserté? Bon, ça c'est simple, mais ce serait un peu ballot. Est-ce que les mecs qui ont déserté, en fait, ont fait une mauvaise rencontre et ce seraient les chuchoteurs et donc se seraient fait exterminer? Ou est-ce qu'ils auraient adhéré à l'idéal du chuchoteur et seraient devenus eux-mêmes des chuchoteurs? Ça expliquerait pourquoi Justin, en fait, croise une tête qui pense amicale, mais qui en fait n'est plus du tout amicale. Elle a adhéré à autre chose. Et elle l'attaque donc volontairement. Alors peut-être que je fais une fixette sur ces fameux chuchoteurs, mais je trouve que les pistes sont trop nombreuses et trop lourdes pour qu'on soit pas en train de nous préparer le terrain pour leur venue. Et surtout le personnage de Justin a déjà construit un petit univers autour de lui, des petites intrigues, et je trouverais ça complètement abusé qu'il meure déjà et qu'il n'ait plus aucun rôle dans la série. Dernière théorie qui tient plus à un aspect physique et qui est, attention, un peu un spoiler sur les comics, c'est la ressemblance de plus en plus flagrante entre le Aaron de la série et le Rick du comics. Aaron avec sa dégaine grande beubare qui maintenant en plus a un bras en moins, ça nous fait penser immédiatement au Rick des comics. Surtout maintenant qu'on sait que le départ d'Andrew Lincoln de la série est acté, on prépare forcément l'après-Rick. Qui va reprendre le flambeau? Pour le coup, Aaron me paraît un peu léger, mais les candidats sont nombreux. Daryl qui reprend du poil de la bête, Jadis qui a toujours un intérêt qui est un petit peu fourbe, Negan comme toujours qui pour l'instant est enfermé mais qui n'est pas loin de reprendre le pouvoir, il est toujours prêt à saisir les opportunités. Donc voilà, il y a une vraie fascination pour l'après-Rick qui devrait se dérouler autour du 6e épisode. Pour le MVP cette semaine, je me suis pas posé 36 000 questions, pour moi c'était évident, il fallait récompenser Daryl.
C'est surtout parce qu'à de brefs instants, j'ai eu l'impression de le retrouver comme il était avant, comme il était au début, comme je l'aimais incroyablement, c'est-à-dire ce personnage hyper vénère, très badass, quand même qui a des aptitudes au combat incroyables et qui est un vrai survivant et qui aspire à être un leader, un meneur d'hommes. Pas le torturé qu'on a vu ces dernières saisons, mais vraiment le gars qui en veut et qui est un des personnages emblématiques de cette série. Entre son cassage de gueule de Justin, son combat contre les Walkers et ses moves avec les couteaux, il est juste incroyable, et puis ses vrais coups de gueule qui sont logiques et mérités contre Rick, on a retrouvé le Daryl du début et ça m'a vachement hypé pour la suite, j'ai envie qu'il redevienne ce personnage que j'aimais tant. Du coup cette semaine, pour moi, c'est Team Daryl, c'est un peu vous contre moi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui est votre MVP de cet épisode. Pour ce deuxième épisode, le verdict est mitigé. J'ai très vite été submergé par la peur quand j'ai vu cette scène d'intro atroce, et que la série retombait en fait dans ses travers, avec des dialogues interminables et tout ce qui s'ensuit, tout ce dont on a parlé en fait dans la saison 8, qui pour moi était loupé, mais ils ont réussi à distiller tout au long de l'épisode des petits trucs, des petites pistes, ils créent des intrigues à droite à gauche qui ont retenu mon attention et qui m'ont donné envie d'en voir plus. Mais attention, je préviens, c'est largement insuffisant. Pour relancer la machine, il faudra faire beaucoup plus, il faudra ranger au placard Scott Gimple et compagnie et aller de l'avant. Et là, c'est pas assez. Je mets donc un 6 sur 10 pour encourager, mais je suis déçu. Voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est tout pour le récap de ce deuxième épisode de la saison 9 de The Walking Dead. J'espère que ces petits ajustements vous auront plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, c'est aussi comme ça qu'on avance, c'est on se recale, on s'ajuste à vous et c'est constructif. On voulait aussi vous remercier, on est quand même 45 000 abonnés sur cette chaîne. C'est un plaisir de faire des vidéos pour vous et j'espère que ça va continuer longtemps. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos, de nouveaux projets. La semaine prochaine forcément pour le récap du 3e épisode de The Walking Dead. Je vous dis à bientôt, ciao!